Ok, donc pour cette deuxième vidéo, nous allons aborder les deux cycles évoqués précédemment, qui sont le cycle de Baudrechas, ou plus communément appelé cycle du moteur essence, et le deuxième cycle qui s'appelle cycle diesel. Alors, concernant le premier cycle, cycle de Baudrechas, ce cycle-ci, on l'appelle souvent aussi cycle de Otto. Alors, il n'y a pas de différence entre les deux. Pour la petite historique, en fait, Monsieur Baudrechas, qui est un ingénieur français au milieu du 19e siècle, ben, c'est lui en fait qui a eu l'idée de créer le cycle, mais par contre c'est Monsieur Otto qui lui a entre guillemets chippé l'idée et qui a réussi à la concrétiser et à produire le vrai moteur, le premier vrai moteur essence. Donc en fait, Monsieur Baudrechas a eu l'idée, Monsieur Otto l'a concrétisé, et donc le cycle du moteur essence, on l'appelle souvent cycle de Baudrechas ou cycle de Otto. L'inventeur de base étant Baudrechas. D'accord. Alors, petit point historique ici dans les notes de cours. Pour votre culture générale, hein, il n'y a pas besoin de connaître ça. Et alors, on arrive un petit peu plus bas où on va discuter du cycle. Alors, le cycle, souvent représenté dans les axes PV, donc c'est ce qu'on appelle le diagramme de Clapeyron, d'accord, pour des questions de facilité de compréhension, est caractérisé par la combustion à volume constant, donc isochore, d'un mélange air-essence préalablement comprimé. Alors, ici, dans le cycle de Baudrechas, c'est un cycle qui est fermé, et donc les étapes de transvasement où on va faire l'admission et l'échappement, ben, elles ne sont tout simplement pas représentées. Donc la première étape de ce cycle-ci, qui est le point numéro 1 ici, ben, en fait c'est le début de la compression du mélange. D'accord. Donc dans le diagramme PV, nous avons en ordonnée la pression et en abscisse le volume. Et si l'on dispose un petit cylindre, un petit système piston-cylindre en dessous, il est possible en fait de lier les volumes à la position du piston. Par exemple, quand le piston est à la position du point 1, ben, ça correspond en fait au point mort bas, donc le point le plus bas de notre piston. Ensuite, quand le piston remonte, ben, on vient comprimer le fluide qui est sur sa face supérieure jusqu'au point mort haut, qui est en fait la position du point 2. Alors, première phase, de 1 à 2, en fait, le système est bien fermé, je commence ma compression, et donc le piston se déplace vers la gauche, ce qui provoque une augmentation de pression ici, vers le niveau 2. Alors, cette compression-là, elle est adiabatique, et on comprime le mélange, donc déjà l'air plus l'essence. Alors, l'énergie échangée sous forme de chaleur, ici Q1,2 pendant l'étape 1 à 2, ben, est nulle car on a une compression dite adiabatique, donc qui se fait sans échange de chaleur. D'accord. Alors ça c'est d'un point de vue théorique, hein, parce que en pratique on sait bien que le cylindre va chauffer et donc il faudra le refroidir évidemment. Mais de manière théorique, cela doit se passer de manière adiabatique. D'accord. Alors, une fois que j'ai fini ma compression, que je suis arrivé au point mort haut, eh bien, c'est à cette étape-ci que l'on va déclencher l'étincelle pour euh, démarrer la combustion. Et donc, ici, on avait dit que la combustion dans le moteur essence se faisait de manière instantanée. Donc, tout le mélange brûle de manière spontanée, ce qui provoque une montée subite de pression de 2 vers le point 3. Alors ça se passe de manière très rapide, on va considérer que le piston n'a pas eu le temps de se déplacer durant la combustion. Donc on a ici, de 2 à 3, la combustion, d'accord, instantanée à volume constant du mélange, provoquée par le dispositif d'allumage qui est la bougie. D'accord. Euh, donc cette étape-ci en fait représente vraiment la combustion isochore du mélange, et c'est ce qui différencie ce cycle-ci du cycle diesel que l'on verra un petit peu plus loin. Alors, si je regarde en termes d'énergie, la chaleur échangée entre le point 2 et le point 3, ben, c'est CV, parce que ça se passe à volume constant, donc je disais la chaleur massique à volume constant, fois le delta T, donc T3 moins T2. Alors attention que c'est la chaleur qui va être dégagée lors de la combustion du carburant, et donc en fait c'est ce qu'on appelle aussi le Q coûteuse, parce que c'est ce que ça nous coûte, c'est la chaleur qu'on a dû payer, entre guillemets, c'est le carburant qu'on brûle pour donner de l'énergie à notre système. D'accord. Ensuite, une fois que le piston est arrivé au point mort, que l'on a réalisé la compression et la combustion, ben, on va pouvoir procéder à l'étape
3 vers l'étape 4, qui est en fait la détente, donc qui est une course descendante de mon piston. Le piston retourne vers la droite, vers le point mort bas, et donc le volume qui est situé sur le dessin sur sa partie gauche, mais qui est sur en fait la face supérieure de mon piston, ben, le volume augmente car le piston se déplace vers la droite. Donc le volume augmente, la pression diminue, la température diminue, et puis j'arrive au point mort bas. D'accord? Alors l'étape de 3 à 4 en fait est une détente adiabatique qui va être en fait le travail utile ici de mon piston. Alors c'est le piston qui est repoussé par les gaz, et si je regarde un petit peu ce qui se passe au niveau énergétique sous forme de chaleur, ben, comme c'est une transformation adiabatique, il n'y a pas d'échange de chaleur, donc Q34 égale 0. Une fois qu'on arrive au point 4, ben, on va tout simplement commencer à ouvrir la soupape d'échappement pour procéder à l'étape de refoulement. Dès que je vais ouvrir la soupape d'échappement, ben, la pression ici en 4 va chuter subitement vers une pression atmosphérique par exemple, mais qui est égale à la pression du point 1. Donc j'ouvre la soupape, la pression chute brutalement, et j'arrive au point initial, qui est égal au point final. Donc le point final est le point 5, et est égal au point initial, le point 1. Ce qui clôture le cycle. Nous n'allons pas étudier la phase d'échappement et d'admission qui pourrait se retrouver un petit peu plus loin. Alors, de 4 à 1, on peut constater que c'est une détente instantanée à volume constant, parce que dès que je vais ouvrir la soupape, ben, la pression chute brutalement sans que le piston ait le temps de bouger. Donc c'est une transformation à volume constant. Et si je regarde ce qui se passe au niveau de l'énergie de chaleur, ben, Q45 c'est CV T5 moins T4, mais ben, comme le point 5 est égal au point 1, je peux remplacer ici l'indice 5 par l'indice 1. D'accord? Donc en fait, de 4 à 5 ou de 4 à 1, ben, c'est CV T1 moins T4. D'accord? Dans le diagramme TS, le diagramme est légèrement différent. En fait, pour passer de PV à TS, ben, il suffit tout simplement de transformer toutes les courbes en droite et toutes les droites en courbes. Par exemple, ici de 1 à 2, nous avons une courbe. D'accord? Et bien, dans le diagramme de Stodola ou le diagramme TS, ben, de 1 à 2, ce sera une droite verticale. De 2 à 3, nous avons une droite. Et bien, dans TS, ça devient une courbe. D'accord? Et ainsi de suite. Et on a, grosso modo, en cycle qui ressemble, mais qui est une image, en fait, une symétrie centrale, on dirait. Alors, si je prends le diagramme PV, l'aire comprise dans mon diagramme ici représente en fait le travail de mon cycle, et dans le diagramme TS, l'aire qui est comprise dans mon cycle ici, en fait, la chaleur de mon cycle. Ok. Alors, si on regarde maintenant ce qui se passe en termes d'énergie, on va faire un petit peu une étude de rendement de notre cycle. Eh bien, Q cycle, c'est jamais que Q1,2 plus Q2,3 plus Q3,4 plus Q4,5, ce qui donne en fait que Q cycle est égal à moins travail du cycle, d'accord, est égal à CV T3 moins T2 plus T1 moins T4, d'accord. Alors, le rendement ici de Baudrochasse, en fait, c'est Q cycle sur Q coûteuse, donc c'est le travail que mon cycle, ou la chaleur que mon cycle, la chaleur de mon cycle divisé par la chaleur que ça m'a coûté. Et donc je divise tout simplement Q cycle par Q coûteuse, et on avait dit que notre Q coûteuse c'était Q23 est égal à CV T3 moins T2. Donc je divise Q cycle par Q coûteuse, et alors une simplification que je peux faire ici, c'est simplifier les CV, d'accord, et diviser le numérateur en 2, T3 moins T2, T3 moins T2, ça donne 1, plus T1 moins T4 sur T3 moins T2. D'accord? Alors le petit plus ici, en fait, ça me dérange d'avoir un rendement exprimé sous forme de 1 plus quelque chose. Donc en fait, je vais le remplacer par un moins et changer de place entre T1 et T4. Ce qui va me donner 1 moins T4 moins T1 sur T3 moins T2. Petite notion importante, ici on va définir ce que c'est que le taux de compression. Alors le taux de compression, ne pas confondre, c'est pas un rapport de pression, c'est un rapport de volume entre V1 et V2, donc le volume max sur le volume min de mon moteur. Donc c'est le rapport volumétrique de la compression. Si je le dessine à côté ici dans mon petit tableau, eh bien je dessine deux fois mon système
cylindre piston, une fois mon piston au point mort bas, d'accord, PMB pour point mort bas. J'ai donc mon piston comme ceci avec le système de bielle manivelle Villebrequin. Et sur le côté, je vais dessiner mon piston quand il est au point mort haut. Donc ici, PMH pour point mort haut. Voilà, comme ceci. Alors, quand mon piston est au point mort bas, le volume au-dessus de sa surface, ben, c'est ce qu'on appelle le volume ici V1, d'accord. Et quand mon piston est au point mort haut, le volume compris au-dessus de sa partie supérieure, c'est ce qu'on appelle V2, d'accord. Donc on retrouve dans le graphique ici de la page précédente, ben, le volume V1 et le volume V2 qui représentent en fait le volume au-dessus de la face de mon piston, donc au-dessus de sa face supérieure, et ces deux volumes-ci sont V1 et V2. Alors, si je divise V1 par V2, j'obtiens ce qu'on appelle le taux de compression de mon moteur, tout simplement. D'accord. Et la différence entre les deux, V1 moins V2, c'est ce qu'on appelle la cylindrée de mon moteur, qui s'exprime en litres ou en centimètres cubes. D'accord. Et V1 divisé par V2, je le rappelle, c'est ce qu'on appelle PIC ou le taux de compression. Ok. Alors, le taux de compression, on peut parfois l'exprimer sous forme d'epsilon, epsilon étant le volume V2 en fait qui est inatteignable par le piston, et V étant la cylindrée du moteur. Donc pi c est égal à epsilon plus V sur epsilon. C'est possible aussi de l'exprimer de cette manière-là, mais la formule la plus communément employée est pi c égale V1 sur V2. D'accord. Alors, grâce aux formules qui lie le point 1 et le point 2, qui sont les formules adiabatiques, eh bien je peux lier T2 et T1 avec V1 et V2. Si je vais voir ici à la page 55 de mon cours, je vois que là, pour une transformation adiabatique ici, le rapport de T2 sur T1 est égal à V1 sur V2 exposant gamma moins 1. D'accord. Donc il est possible ici de remplacer tout simplement T2 sur T1 par V1 sur V2 égale gamma moins 1. Alors, V1 sur V2, on a vu ici sur le côté que c'était égal à pi c, donc je remplace V1 sur V2 par pi c, ce qui me donne pi c exposant gamma moins 1. Mais, si je regarde, je sais dire aussi que V1 est égal à V4, c'est le même volume, et V2 égale à V3, c'est le même volume aussi. Donc, je peux dire dans la formule suivante qu'en fait, le taux de compression, qui est V1 sur V2, mais c'est aussi égal à V4 sur V3, exposant gamma moins 1. Et V4 sur V3, exposant gamma moins 1, via la formule de la loi adiabatique, je peux aussi dire que c'est T3 sur T4. Et donc je trouve au final que T2 sur T1 est égal à T3 sur T4. Ok. Je vais effacer le tableau ici, j'en aurai besoin. Donc, si je reprends T2 sur T1 égale à T3 sur T4, eh bien j'envoie T4 à gauche et T2 à droite, ce qui me donne T4 sur T1 est égal à T3 sur T2. Je fais une petite astuce mathématique où je fais moins 1 d'un côté, moins 1 de l'autre, et je remets tout au même numérateur. Donc je vais obtenir ici sur le côté, en fait, que T4 sur T1 moins 1 est égal à T3 sur T2 moins 1. Je remets tout au même dénominateur, je vais obtenir que T4 moins T1 sur T1 est égal à T3 moins T2 sur T2. Alors je vais mettre T1 de l'autre côté et T3 moins T2 de l'autre côté. Je vais donc obtenir que T4 moins T1
sur T3 moins T2 est égal à T1 sur T2. Voici. Et cette formule-ci, vous la retrouvez tout simplement ici dans votre cours. Donc T4 moins T1 sur T3 moins T2 est égal à T1 sur T2. Et T1 sur T2, on a vu ici que c'était égal à quelque chose en rapport avec le taux de compression, mais c'est pas exactement la même chose. Ici on a T2 sur T1 égale pi c, exposant gamma moins 1, et ici on a T1 sur T2, donc c'est l'inverse. Donc il suffit de dire que c'est égal à 1 sur pi c exposant gamma moins 1. D'accord? Et cette partie-ci, je la remplace tout simplement par donc cette partie-ci dans la formule du rendement de Baudrechâsse, je la remplace tout simplement par la formule que j'ai trouvée ici, et je trouve au final que le rendement de Baudrechâsse est égal à 1 moins 1 sur pi c exposant gamma moins 1. Donc en fait, j'exprime mon rendement de Baudrechâsse ici uniquement en fonction du taux de compression. Okay, donc, pour avoir le rendement de mon cycle le plus élevé possible, qui soit le plus près possible de la valeur de 1, il faut que j'ai 1 moins quelque chose qui soit le plus petit possible. Donc ça veut dire que ici 1 sur pi c exposant gamma moins 1 doit être le plus faible possible. Ça veut dire que le taux de compression global doit être le plus élevé possible. Donc pour avoir un haut rendement de Baudrechâsse, je dois avoir un pi c le plus élevé possible. D'accord ? D'où l'intérêt ici d'avoir des taux de compression relativement élevés. Alors la technologie actuelle permet d'obtenir des taux atteignant des valeurs de 8 à 10. C'est un bon ordre de grandeur pour un moteur essence. Alors pour les moteurs de compétition, on peut monter jusqu'à des valeurs de 15. Si je prends par exemple le moteur d'une Lamborghini, il me semble que c'était la Gallardo, elle a un moteur qui a un taux de compression de 13. Donc c'est quand même relativement élevé. D'accord ? Alors, pourquoi est-ce que je ne peux pas monter avec un taux de compression le plus élevé possible? Je pourrais mettre 1000 par exemple de taux de compression. Eh bien ça ne va pas être possible, parce que si le taux de compression est très très élevé, ça veut dire qu'on va venir comprimer très fortement l'air et le carburant. Et donc si je comprime ce mélange-là trop fort, je risque à un moment donné d'atteindre une température trop élevée et donc d'avoir une combustion spontanée du mélange avant que le piston n'ait fini sa course. Donc imaginez le piston qui est en train de faire sa phase de remonter, donc sa course ascendante pour comprimer le mélange, et à la moitié de sa course, le mélange brûle. Ça veut dire que il va y avoir un flambage trop important sur la bielle et celle-ci risquerait de rompre par exemple. Donc ici dans le moteur à essence, on veut absolument contrôler la combustion par l'étincelle, donc je dois avoir des taux de compression limités pour ne pas avoir une combustion spontanée du mélange. D'accord ? Alors, remarque, en fin de détente instantanée, 4-5, les gaz qui ont été brûlés sont le résultat de la combustion. Ils sont impropres à recommencer un nouveau cycle, donc il faut par conséquent les évacuer et les remplacer par des gaz frais. Cela réalise notamment par les transvasements déjà évoqués précédemment. Alors, j'ai un petit PowerPoint que je vous avais déposé sur Moodle. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu l'occasion de jeter un coup d'œil. Voilà le cycle complet de Baudrechâsse. Alors ici, à ce cycle-ci, on va ajouter les étapes d'admission et d'échappement pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, première phase, le piston est au pont mort haut. On va démarrer du point 0 ici, d'accord ? Et on va venir ouvrir la soupape d'admission. Donc, le piston va commencer sa phase descendante. Si je passe au slide suivant, on voit que le piston va descendre. L'air va rentrer dans le mélange. Et on voit que l'air rentre à la pression P1, ici. Et le volume, qui est sur la face supérieure, au-dessus de la face supérieure de notre piston, il augmente. Au fur et à mesure que le piston descend, le volume augmente. Donc, on se déplace vers la droite dans notre cycle. Et une fois qu'on arrive au point mort bas, voilà, la soupape d'admission se ferme, on va travailler en cycle fermé, et on va pouvoir procéder à la remontée de notre piston. Cette remontée-là va provoquer une diminution du volume, et donc une augmentation de pression en adéquation avec la diminution de volume. Une fois qu'on arrive au point mort haut, je déclenche l'étincelle, tout le mélange brûle spontanément et d'une manière instantanée, la pression monte subitement vers une pression P3 ici, et puis le piston va commencer sa phase descendante, car il va être chassé repoussé par les gaz et la pression subie par la combustion. Et donc, de nouveau, ici j'ai un volume qui va augmenter, et donc ça va faire diminuer la pression. Une fois que j'arrive au point 4,
qui est le point mort bas, ben, je vais ouvrir la soupape d'échappement et je vais pouvoir procéder à la phase de remontée, la dernière course de mon piston pour évacuer les gaz brûlés. Alors une fois que j'ouvre la soupape, on voit que la pression chute brutalement d'un coup et puis je procède à la dernière remontée de mon piston qui va permettre d'évacuer les gaz vers l'extérieur. Donc je vous invite à jeter un petit coup d'œil à ce PowerPoint là si vous voulez plus de détails sur le moteur 4 temps essence. Donc voilà, ici on vient de terminer la petite étude qu'on doit faire sur le moteur de baudrochage, donc sur le moteur essence. On peut faire la même chose pour le cycle diesel ici. D'accord. Alors de nouveau j'efface le petit tableau. Donc le cycle diesel, lui, il a été inventé par Monsieur Diesel, qui est un ingénieur allemand, d'accord, qui est de la même époque que Monsieur Baudrochas, évidemment. Le moteur essence est apparu un petit peu avant le moteur diesel. D'accord. Alors vous avez de nouveau une petite historique sur Monsieur Diesel pour ceux que ça intéresse. Nous on va directement passer au cycle ici. Alors le cycle est caractérisé par la combustion à pression constante, donc progressive du combustible dans l'air, ce dernier étant préalablement comprimé. Donc en fait on va retrouver exactement les mêmes conditions de fonctionnement que le moteur de baudrochas, si ce n'est qu'au lieu d'aspirer le mélange, on va aspirer de l'air, et on va étudier uniquement la partie cycle fermé, donc on va commencer au point 1, qui est le début de la compression, de manière identique au cycle précédent. Alors, de 1 à 2, nous avons une compression qui se fait de manière adiabatique, donc la chaleur échangée entre le point 1 et le point 2 est égale à 0, et la différence se fait qu'en fin de compression, au niveau du point 2, je vais commencer à pulvériser mon carburant qui va se mélanger avec l'air et cet air là étant très chaud à cause du fait que l'on est comprimé très fortement, eh bien le carburant va brûler au fur et à mesure qu'il va être injecté dans le cylindre. Et donc la combustion ici se fait de manière isobare car on va pas brûler tout le mélange d'un coup, on va le brûler progressivement au fur et à mesure que il est pulvérisé dans le cylindre. Donc la combustion ici, de 2 à 3, c'est le point de différence avec le cycle précédent. Ici, nous travaillons de manière isobare. Ensuite, de 3 à 4, nous procédons à la détente des gaz. Alors cette détente est adiabatique également, donc la chaleur échangée entre le point 3 et le point 4 est nulle. Et puis au niveau du point 4, là aussi, j'ouvre la soupape d'échappement, la pression chute brutalement, et puis je peux commencer ma phase de refoulement. Sauf qu'ici, avant de commencer la phase de refoulement, on va fermer le cycle. Donc on va arriver à un point final numéro 5 qui est égal au point initial numéro 1. Alors cette dernière étape de 4 à 1 ou de 4 à 5, c'est une détente à volume constant. Donc ici j'ai Q41 ou Q45 qui est égal à CVT5 moins T4 ou CVT1 moins T4. D'accord. Ici je dois parler de CP pour la combustion, d'accord, de 2 à 3. CP parce que nous travaillons à pression constante. Donc on utilise la chaleur massique à pression constante. Alors de nouveau, on va faire une petite étude mathématique. Alors ici, on doit introduire un rapport de compression, un taux de compression entre V2 et V1, comme pour le cycle précédent. Mais ici, comme le point 3 est différent du point 2 en termes de volume, on doit introduire aussi un taux de détente qui est V4 divisé par V3. Donc j'ai à la fois taux de compression V1 sur V2 et le taux de détente qui est V4 sur V3. Alors la chaleur de mon cycle c'est égal à moins le travail, donc c'est l'opposé du travail de mon cycle. Alors la chaleur du cycle c'est tout simplement Q12 plus Q23 plus Q34 plus Q45. Et j'obtiens donc CP T3 moins T2 plus CV T1 moins T4. Et le Q coûteux c'est pareil, c'est la chaleur que j'ai dû introduire, que j'ai dû payer dans mon cycle, c'est ce que je vais introduire en brûlant mon fuel, donc c'est la chaleur dégagée par la combustion entre le point 2 et le point 3, donc mon Q coûteuse est, comme dans le cycle précédent, Q23, donc CP-T3 moins T2. Donc le rendement diesel c'est CP-T3 moins T2 plus CVT1 moins T4 sur CP-T3 moins T2. Alors là pareil, je sépare le numérateur en deux parties, CPT3-T2 sur CPT3-T2 ça donne 1. Alors moins ici, normalement ça donne plus CVT1-T4 sur CPT3-T2. Je vais juste permuter T1 et T4 pour permettre de changer le signe ici et avoir quelque chose
d'exprimer sous la forme de 1 moins CV sur CP fois T4 moins T1 sur T3 moins T2. Alors CV sur CP, on sait bien que le CP sur le CV c'est gamma, donc CV sur CP ça donne 1 sur gamma. D'accord. Alors on sait aussi par la formule des gaz parfaits que P fois V est égal à R fois T. D'accord. Donc je peux remplacer en fait T par P fois V sur R. D'accord. Donc on va utiliser cette formule de gaz parfait pour passer de cette formule-ci à celle-ci. Tous les T, on va en fait les remplacer par PV sur R. Et comme R est une constante et qu'elle va être partout présente dans les membres de l'équation, ben, je vais pouvoir le simplifier. D'accord. Donc j'obtiens 1 moins 1 sur gamma. Alors le T4 devient P4V4 et le T1 devient P1V1. Okay. Et puis on a divisé par P3V3 moins P2V2. D'accord. Alors, de nouveau, je vais effacer ici. Je sais que cette partie-ci, si je prends cette partie-là, je sais ici que, en fait, comme on travaille entre le point 2 et le point 3 avec une iso bar, ben je sais dire que P2 égale P3. P2 égale P3 parce que je travaille en isobar. Et entre le point 4 et le point 1, on travaille avec une isocore, donc V4 égale V1. Donc ici, le V4, je le remplace par V1. Je mets en évidence P4 moins P1 fois V1. Donc P4 moins P1 fois V1 ici. Et le P2 ici, je vais le remplacer par P3. Et donc j'aurai P3V3 moins P3V2. Je mets P3 en évidence, ce qui me donne P3 fois V3 moins V2. D'accord. Donc c'est tout simplement remplacer les termes qui sont égaux et faire une mise en évidence. Alors j'obtiens un rapport de volume et un rapport de pression. Ben, on va regarder ce qui se passe. Ici, si on isole le rapport de volume, on a V1 sur V3 moins V2. Je divise tout par V1. J'obtiens 1 sur V3 moins, 1 sur V3 divisé par V1. Or, V1 égale V4, donc je peux remplacer ici mon V1 par V4, moins V2 sur V1. D'accord. Et alors, V3 sur V4, c'est 1 divisé par le taux de détente, et V2 sur V1, c'est 1 divisé par le taux de compression. Donc j'obtiens 1 sur 1 divisé par taux de détente, moins 1 sur le taux de compression. Maintenant, si je regarde ce qui se passe au niveau du rapport de pression, eh bien j'ai P4 moins P1 divisé par P3. Je sépare en deux le numérateur, donc j'ai P4 sur P3 moins P1 sur P3. Je sais que par la loi adiabatique, P4 sur P3 est égal à V3 sur V4. De nouveau, ça c'est ce qu'on retrouve à la page 50 de notre cours. Donc pour une relation adiabatique, le rapport ici P2 sur P1 exposant gamma moins 1 sur gamma est égal à V1 sur V2 exposant gamma moins 1. D'accord. Donc avec la loi adiabatique ici, je retrouve cette formule-ci. Donc j'obtiens P4 sur P3 égale V3 sur V4 exposant gamma, et P1 sur P3, P3 égale P2, donc P1 sur P2 est égal à V2 sur V1 exposant gamma. V3 sur V4 c'est 1 sur le taux de détente, V2 sur V1 c'est 1 sur le taux de compression, donc j'obtiens 1 sur taux de détente exposant gamma moins 1 sur taux de compression divisé exposant gamma. Je remplace les deux formules que j'ai trouvées ici dans la formule du rendement diesel et je trouve la formule finale ci-dessous, qui est certes beaucoup plus compliquée que celle du moteur de Baudre-Chasse, mais qui est exprimée sous forme de deux termes uniquement, le taux de détente et le taux de compression. Alors, on peut faire exactement la même philosophie dans le raisonnement. On peut dire que plus le taux de compression est élevé, plus le rendement diesel sera important. D'accord. Alors, une petite remarque aussi, on remarque que si on utilise le même taux de compression, je prends par exemple 10, mais on constate que le rendement de Baudre-Chasse
sera plus élevé que le rendement diesel. Donc le rendement du moteur essence est meilleur que le rendement diesel si on travaille à même valeur de taux de compression. Mais le gros atout du moteur diesel, c'est que on n'admet pas le mélange déjà air-carburant, on n'aspire que de l'air. Donc lors de l'étape de compression, je peux comprimer autant de fois que je veux, comme je n'ai que de l'air, ben, il n'y aura pas de combustion spontanée. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va profiter de ce fait-là pour avoir un taux de compression du moteur diesel beaucoup plus élevé que celui d'un moteur essence. Et c'est ce qui nous intéresse parce qu'on veut une compression qui soit telle que la chaleur en fin de compression soit suffisante pour enflammer le carburant quand on va l'injecter. Donc c'est du win-win, c'est l'effet recherché aussi. D'accord. Donc au final, comme le moteur diesel va avoir un taux de compression beaucoup plus élevé que le taux de compression du moteur essence, on peut dire que le rendement du moteur diesel est meilleur que le rendement du moteur essence. D'accord. Alors en ordre de grandeur, c'est que le taux de compression du moteur diesel est de l'ordre de 20 à 25. Donc c'est assez élevé. Ok. Alors, on remarque aussi que comme le taux de compression du moteur diesel est beaucoup plus élevé, ben, les pressions atteintes au niveau de la fin de la compression sont beaucoup plus élevées. Et donc, la pression dans le moteur diesel est supérieure à la pression du moteur essence, ce qui suppose un moteur ben, beaucoup plus solide. Alors s'il est plus solide, ça veut dire que les matériaux sont plus épais, sont plus lourds, et comme le piston doit faire une course plus importante, ben, il doit tourner moins vite. D'accord. Donc les moteurs diesel sont plus lents, mais plus lourds et plus solides. D'accord. Alors depuis quelques années, de nombreuses améliorations ont été développées par les constructeurs. Les différences de performance, moteur essence, moteur diesel, se sont relativement comblées. Donc en fait maintenant, on travaille sur des blocs cylindres communs pour la moteur essence diesel. La seule différence se fera au niveau de la culasse, qui va permettre un taux de compression plus important sur les moteurs diesel. Alors, au niveau des transvasements, petit point qui nous reste à aborder ici, ben, on sait qu'à la fin du cycle, au niveau du point 5, ben, on doit évacuer les gaz. Alors cela se fait tout simplement par les opérations de transvasement. D'accord. Alors pour faire ceci, on va tout simplement ouvrir le cylindre pour y placer des soupapes ou des lumières dans le cas des moteurs de temps, et qui vont être découvertes au bon moment pour permettre l'évacuation des gaz. Alors, deux solutions existent. Pour évacuer les gaz, ben, il va falloir utiliser une pompe de refoulement, et pour remplir le cylindre des gaz frais, ben, il faut avoir une pompe de remplissage. Alors la première solution qui a été trouvée, ben, c'est tout bêtement d'utiliser le piston comme pompe refoulante à travers une soupape que l'on appelle soupape d'admission. Soupape d'échappement ici, pardon, parce qu'on parle de pompe refoulante. Et on va également utiliser le piston comme pompe aspirante à travers la soupape d'admission cette fois-ci pour aspirer les gaz frais dans le cylindre. Donc en fait il nous faut deux soupapes, une d'admission, une d'échappement, et qui doivent s'ouvrir au bon moment, au moment opportun, c'est-à-dire qu'elles doivent être commandées en synchronisme avec le mouvement du piston. Donc il ne s'agit pas de finir l'étape de compression par exemple ici, d'avoir le piston qui arrive presque au point mort haut et de faire descendre les soupapes. On risquerait de faire rentrer en contact le piston et les soupapes, et donc là c'est terminé, les pièces mécaniques vont rompre et le moteur va être foutu. D'accord. Donc en fait, les soupapes doivent vraiment s'ouvrir au bon moment. Par exemple, la soupape d'admission ici, elle doit s'ouvrir quand le piston a déjà entamé sa phase descendante. Alors, ce qui permet de commander les soupapes, ben, c'est tout simplement un arbre à cam. Alors, un arbre à cam est responsable du mouvement des soupapes pendant le refoulement. Le piston doit effectuer une course, c'est-à-dire un déplacement du point mort bas au point mort haut, et un retour du point mort haut vers le point mort bas pendant l'aspiration. Donc, course descendante pour l'aspiration et course remontante pour le refoulement. Alors pour décrire le cycle complet, le piston doit donc effectuer 4 déplacements, donc c'est ce que j'avais dit ici sur la vidéo précédente, dans un moteur 4 temps. Une course va être utilisée pour chaque phase de la combustion et de l'échappement, de l'admission et de la compression. Donc ici, le piston fait une course descendante pour l'admission, une course remontante pour la compression, une course descendante pour la détente et une course remontante pour l'échappement. Donc j'ai 4 courses, donc j'ai 4 temps pour faire les différentes phases de mon moteur.
Ok. Alors pour vous montrer une petite vidéo, voici tout simplement par exemple en orange ici des soupapes qui sont commandées par des cams, et ces cams là sont placées sur un arbre ici à cam. D'accord. Alors ces cams là, ce sont tout simplement des formes ovoïdes en métallique qui permettent tout simplement de faire descendre et donc d'ouvrir la soupape au moment opportun. Alors, deuxième petite vidéo assez importante, c'est dans ce cas-ci, par exemple, un moteur 1, 2, 3, 4, 5, 6 cylindres. Alors les 6 cylindres sont placés les uns derrière les autres, donc c'est ce qu'on appelle une configuration de moteur 6 cylindres en ligne. Et nous avons par exemple ici en tête deux arbres à cam. Un arbre à cam ici qui commande par exemple les soupapes d'admission, et un deuxième arbre à cam qui commande les soupapes d'échappement. Les pistons sont reliés à leur bielle et à leurs manivelles qui sont reliées au vilebrequin. Donc la grande barre métallique ici est en fait le vilebrequin. Et alors pour travailler avec une ouverture des soupapes en synchronisme avec le mouvement des pistons, eh bien tout ça est relié entre le vilebrequin et les arbres à cam par ce qu'on appelle la courroie de distribution. D'accord? Donc c'est cette fameuse courroie qui, lorsqu'elle lâche dans un moteur, est complètement destructeur parce que forcément, je ne vais plus travailler en synchronisme entre l'ouverture et la fermeture des soupapes et le mouvement de mes pistons. Donc il se peut que le piston soit en train de remonter, les soupapes en train de descendre, et là je viens rompre mon moteur. Et donc vous allez voir ici toute la mécanique est bien où il est, et tout fonctionne parfaitement bien. Alors on voit ici, voilà, les soupapes vont s'ouvrir, et généralement la remontée des soupapes se fait via un petit ressort qui va venir appuyer sur le siège de soupape, sur la tête de soupape, pardon, et la faire remonter. Donc la soupape est commandée en descente par l'arbre à cam, et en remontée par un ressort. D'accord. Et ici nous avons un moteur essence, car nous voyons une bougie au centre. Alors cette configuration-là, j'ai un double arbre à cam, qui est placé en tête de chaque cylindre. Donc c'est ce qu'on appelle un double arbre à cam en tête sur un 6 cylindres en ligne. Voici. Et dernière petite page ici à étudier, ce sont tout simplement les deux cycles de Baudrochasse et diesel sur lesquels on a rajouté l'étape de 0 à 1 et de 5 à 6 pour faire l'admission de 0 à 1 et de 5 à 6 pour faire l'échappement. Et donc vous avez ici le point comparatif entre les deux cycles. Donc le temps 1 c'est l'admission ou l'aspiration. Ça se fait avec le mélange pour Baudrochasse et avec de l'air en diesel. En point 1, on ferme la soupape, on travaille en cycle fermé. Le temps 2, compression tout simplement dans les deux cas, adiabatique. Au point 2, pour le moteur Baudrochasse, je déclenche étincelle. Et pour le cycle diesel, je commence l'injection de carburant. De 3 à 4 et de 3 à 4, c'est exactement la même chose, c'est une détente adiabatique du mélange. Au niveau du point 4, dans les deux diagrammes, j'ouvre la soupape d'échappement, et puis de 5 à 6, je fais ma dernière course qui permet de refouler les gaz brûlés. Donc vous avez ici les 4 temps, 1, 2, 3, 4, avec les différentes phases de notre moteur. On dit que les opérations peuvent alors recommencer, donc une fois qu'on est arrivé au point final, on recommence de nouveau un nouveau cycle. Aspect technologique du moteur, ça fera l'objet de la vidéo suivante. On va discuter dans ce chapitre-là du rapport course sur alésage et on va définir ce que c'est qu'un cycle de manière plus précise, une cylindrée, la cylindrée totale, etc. Mais ça fait partie de la vidéo suivante.